on va commencer dès maintenant. Moi, je vais couper mon micro également. Je vais laisser la parole à Monsieur Ballon, que je remercie encore d'animer ce webinaire. Non, c'est moi qui vous remercie, Marie. Merci à la Chambre de commerce de permettre ce genre de choses et de toucher finalement un certain nombre d'acteurs dans la région. Alors, avant de parler du sujet, je vais me présenter. Je suis normand d'origine et de retour en Normandie depuis quelques mois, depuis février, après avoir passé une bonne partie de ma carrière en Asie, parce que j'ai vécu 19 ans en Chine, travaillant dans le secteur de l'équipement électrique et l'optimisation des supply chains. Et comme sans doute une partie d'entre vous, je suis évidemment sensible à la situation climatique et à la situation de la planète et l'impact qu'on a sur cette planète. Et c'est ce qui m'a motivé il y a déjà un certain nombre de mois, d'années d'ailleurs, à me lancer et à proposer une solution pour accélérer cette fameuse transition écologique. Alors évidemment, aujourd'hui, je vais vous parler de ce qu'on a dans notre offre, mais j'ai quand même l'objectif qu'après ce séminaire, et si ce n'était pas déjà acté, que tout le monde soit conscient que si on n'est pas capable d'aller dans une logique de décroissance, au moins on peut avoir un geste fort en accélérant l'utilisation d'innovation, en utilisant des technologies pour réduire notre impact. C'est aussi le titre du webinaire. Donc, je pense que vous voyez tous mon écran et on y va. Donc, en résumé de ce que pourrait être le pourquoi de notre projet, on croit que l'ingénierie industrielle au service de l'environnement peut changer la face du monde. Alors, c'est un terme fort, mais il n'y a sans doute pas d'autres alternatives. L'autre alternative serait qu'on soit tous dans une logique de décroissance et évidemment, on est tous conscients que ce ne sera pas possible. Donc, le seul autre axe à haut niveau, pas que de l'industrie, bien sûr, de la production d'énergie, de la mobilité, c'est d'utiliser de plus en plus de technologies pour réduire l'impact environnemental. Donc, on a constaté au début de ce projet qu'en fait, dans le secteur industriel qui nous concerne, l'industrie, elle avait un impact fort sur les émissions de gaz à effet de serre, 35%. Alors évidemment, je ne parle pas de la France qui est plutôt un pays décarboné, même très décarboné, mais du monde entier. Le stress hydrique, même si on va dire que l'agriculture est quand même le grand acteur et le rôle de l'agriculture est essentiel, l'industrie peut aussi y participer. Le stress hydrique ne va faire qu'augmenter avec le changement climatique, la hausse des températures va participer à ça. Et le troisième grand point, c'est que, et c'était assez intéressant, il y avait eu un sondage en 2019, à la fois en Chine et en France, évidemment pas le même sondeur, où la question posée à des citoyens, c'était quelles sont vos plus grandes préoccupations en termes de pollution. Et la première, c'était évidemment la pollution de l'air, on peut tout à fait ça imaginer, en France, en Chine, mais aussi en France, dans des villes comme Paris. Et la deuxième, c'était le bruit. Donc on va aussi s'adresser on va traiter des sujets comme le bruit. Le deuxième challenge que j'ai rencontré en regardant ce secteur il y a déjà plusieurs années, c'est qu'il y a énormément de startups, de PME dans le monde entier qui ont développé des technologies et qui permettent justement de faire des choses intéressantes avec des économies importantes d'eau, d'énergie notamment, des ROI qui sont tout à fait décents pour le monde industriel, mais qui ne sont pas ou peu connus. Elles ne sont pas peu connues, tout simplement parce qu'elles sont petites et elles n'ont pas les forces de vente pour aller toucher les grands donneurs d'eau. Donc ça, c'est un challenge qui justifie notre existence, on va le voir. Et le deuxième challenge, même si il change évidemment année après année, c'est quand même toujours cette perception que des technologies de réduction de l'impact environnemental seraient des coûts supplémentaires, des OPEX supplémentaires dans le bilan de l'entreprise, alors que c'est bien souvent un moyen d'être plus productif et rentable. Donc on a, évidemment, vous me voyez venir, la solution, c'est ce projet Renew. Renew, si vous me posez la question
du nom, c'est juste un nom qui permet de to renew en anglais, mais aussi qui s'utilise dans plusieurs langues sans trop de conflits. Hein. C'est là tout simplement l'origine du mot. On est un fournisseur d'innovation pour réduire l'impact environnemental des entreprises industrielles. Aujourd'hui, je vais vous montrer un certain nombre de technologies. Je vais vous montrer exactement 25 solutions, et puis chaque trimestre, des nouvelles solutions rentrent dans la gamme. Et on va travailler sur 5 sujets, donc l'énergie, la réduction de la consommation d'énergie, la réduction de la consommation d'eau, notamment en évitant le gaspillage de l'eau, la réduction de la production de bruit, les déchets. Quand j'indique déchets, il s'agit de valoriser les déchets. On n'est pas à même, nous, d'aider un industriel à réduire ses déchets, mais on peut leur donner des valeurs lorsqu'ils sont là. Hein. Et la pollution d'air, je parle de la pollution d'air au niveau du site industriel, bien évidemment. Donc on est allé voir des fabricants, des startups, des PME en France, en Allemagne, en Italie, en Angleterre, à Hong Kong, à Shanghai, et on leur a proposé d'aller les distribuer ou d'aller les représenter dans des pays ou des régions ou simplement des marchés. Hein. Donc vous verrez qu'en fonction des technologies dont je vais parler, certaines sont de quelques milliers d'euros, hein, et d'autres sont des investissements beaucoup plus lourds. Évidemment, notre manière de faire selon les technologies va différer. Tantôt on est un agent, tantôt on est un distributeur, tantôt on est avec un partenaire industriel pour pouvoir mettre en route et faire la maintenance de ces équipements. Donc les fabricants, et ça c'est important de le dire, Cocorico, une majeure partie d'entre eux sont français, et c'est pas simplement une volonté nationaliste, c'est qu'il y a beaucoup d'innovation dans notre pays, dans ce secteur, et avec des pays environnants où l'électricité notamment est beaucoup plus chère, on a, nous en France, une carte à jouer pour aller aider dans ce secteur-là. Donc je vais vous présenter la gamme, et compte tenu du temps qu'on a, vous allez voir, je vais vous la présenter avec des blocs, donc une solution, un fournisseur, un bloc. Donc on va commencer par le sujet énergie. Moins d'énergie carbonée, hein, utiliser moins d'énergie, donc indirectement moins d'énergie carbonée. On a une première solution qui s'appelle HPF Compact, qui est un nanofluide que l'on met en faible concentration dans les circuits d'eau glycolée, de façon à accélérer l'échange thermique. En fait, on va augmenter la conductivité thermique en mettant des nanoparticules dans ces circuits d'eau glycolée fermés, hein, vous savez, dans les systèmes de froid des industriels. Ces particules vont augmenter les surfaces de contact, permettre un meilleur échange thermique, et donc le groupe froid et les pompes du circuit vont être moins sollicités puisqu'on va atteindre les températures plus vite. Donc le premier projet de cette solution s'est fait à New York, le second à Chicago. C'est une start-up italienne qui a développé ça. C'est 5 ans de recherche à l'université de Bari dans les Pouilles. Et le premier projet que nous avons fait en France est dans le Morbihan. Maintenant, on a 6 mois de mesures. On a apporté 21% d'économie d'énergie aux clients. On a 2 autres projets en cours où là, on a quelques semaines de mesures, donc j'en parlerai un peu plus tard dans l'année, du côté de Toulouse. Mais on est vraiment sur une solution qu'on avait de toute façon nous testée en laboratoire et chez un industriel avant, qui est un disruptif, on va dire, qui peut changer la donne au niveau de la consommation énergétique dans les systèmes de froid. Alors évidemment, on parle des systèmes de froid, avec de l'eau glycolée, l'eau glycol étant un frein à l'échange thermique. Nous, on vient garder les propriétés antigel du glycol, mais améliorer cet échange thermique pour faire une économie d'énergie. Je passe à la deuxième solution, qui est, de par le titre, a priori pas si innovante que cela, mais elle l'est, cette solution innovante. Pourquoi? Parce qu'il y a un algorithme, donc des maths, qui permettent de lire la signature électrique. Donc, on instrumente les départs TGBT d'une usine et on est capable de retrouver dans les consommateurs derrière ces départs tension, ces départs TGBT, on est capable de distinguer
une consommation d'éclairage, une consommation de pompe, une consommation de ventilateur, une consommation de compresseur, etc. Chaque acteur, chaque consommateur laissant une trace électrique, hein, il s'agit d'aller chercher des déphasages de phase, chercher des harmoniques, chercher des courbes de consommation, des pics de démarrage, etc., etc. On est capable de faire ce distinguo. Donc, ça va permettre d'avoir une vision, une très bonne cartographie de l'ensemble de l'usine et des consommateurs sur l'ensemble de l'usine. Une fois qu'on a cette cartographie avec les pages web qui vont bien, on a un rapport au bout de 6 semaines qui arrive et qui indique au client que sans CAPEX supplémentaire, en suivant nos conseils, à la fin de l'année, il y aura une économie qui est en général en moyenne de 10% à la fin de l'année. Et tous les mois, de 4 à 8 heures par mois, il y en a un énergéticien qui travaille avec le client de façon à mettre en place ces changements d'habitude, etc. Si vous avez besoin de détails sur les pistes d'économie, j'aurai plaisir à vous en parler pendant le Q&A à la fin de notre session, ou plus tard si on se voit, mais pour vous donner quelques idées, quand on a une chaîne de production qu'on arrête pendant 2 heures, il y a un talon de consommation. Ça peut être intéressant de savoir si le pic de redémarrage est plus ou moins inférieur au talon de consommation. Et en fonction de ça, on va décider de couper la machine ou pas. Par exemple, on va découvrir que on a de la consommation d'éclairage sur une zone où on ne devrait pas, etc., etc. Et on en arrive même à développer des pages web avec les clients où on vient leur associer leur volume de production par heure par des consommations d'eau et des consommations d'énergie. Voilà, donc une solution qu'on a déjà mis en place dans pas mal d'usines et qui a fait ses preuves maintenant parce que cette start-up a déjà au moins 500 projets d'équipés dans le monde. Le module 3, c'est un récupérateur de chaleur fatale. Alors là, on est vraiment dans le truc de tout nouveau. On vient juste de passer le POC, hein, le Proof of Concept. On va chercher des chaleurs fatales importantes, 375 degrés au moins. Hein. La première version, on était sur 800 degrés, 375 degrés au moins. Mais à la différence des fameux ORC que vous connaissez peut-être, on n'a pas besoin d'aller chercher des volumes thermiques gigantesques pour justifier un ROI sur ce genre d'équipement. Donc on va chercher ces chaleurs perdues, on va avoir des modules comme vous voyez, celui que vous voyez à l'écran, de 50 kW, et derrière, on va produire de l'électricité et de l'air chaud propre. Alors avec de l'air chaud propre, vous allez faire de l'eau chaude, hein, vous allez utiliser cette énergie thermique sur l'usine, et l'électricité sera autoconsommée au niveau de l'usine également. C'est un marché niche, hein, il faut trouver ces chaleurs perdues importantes, elles sont pas partout, hein, mais lorsqu'elles sont là, il y a vraiment un intérêt avec une économie d'énergie pour l'usine importante. Le module 4, je ne vais pas en parler, tout simplement parce que en Normandie, il y a plein d'acteurs sur le solaire et nous, on ne propose pas ce genre de solution parce on est un membre de Normandie Énergie. Et donc, j'ai plein de confrères qui sont à Normandie Énergie, qui font du solaire dans la région. Donc, c'est quelque chose qu'on fait aujourd'hui, surtout sur la région Bourgogne et Sud, parce que j'ai des collègues qui sont basés à Marseille et Montpellier. Marie, je suis toujours dans les temps. Hein. Vous êtes, Oui, vous oui, me oui, dites. vous êtes toujours dans les temps, il est 10h17. Ça marche. Alors, le module 5, il s'agit de quelque chose qui est assez connu dans les grands centres de consommation d'énergie, les cimenteries, etc. C'est le fameux effacement électrique. Ce qui est intéressant, c'est que les PME, souvent, n'y ont pas pensé parce qu'on ne les a jamais abordés avec cette solution-là. L'effacement électrique, c'est tout simplement la possibilité pour RTE de ne pas utiliser ou d'éviter d'utiliser les centrales gaz et fuel pendant les mois d'hiver et de demander à des consommateurs en France de s'effacer lorsqu'ils ont besoin justement de limiter la consommation. Alors pour ce faire, en fait, il y a un engagement contractuel et on va invertir le client en général 24 heures avant pour lui demander de s'effacer quelques heures au moment de ces pics-là. Alors il y a des industries qui ne peuvent pas évidemment s'effacer, qui ont des process continus, qui n'ont pas de backup avec un générateur et qui évidemment ne peuvent pas s'effacer. Des industries qui sont dans des productions batch où il n'y aura pas d'impact important sur un décalage de production, ça peut faire sens.
Ce qui est intéressant, c'est que c'est du bonus, hein. Il y a pas enfin, il y a une pénalité si on ne fait pas ce qu'on s'est engagé à faire, mais cette pénalité ne sera que à la hauteur du bonus qu'on peut avoir, hein. Donc, quelqu'un qui s'effacerait jamais, qui serait engagé, ben, il perdra pas d'argent. Évidemment, le but, c'est pas de le faire. Il y a quand même une démarche morale et éthique qu'on doit avoir, mais c'est du bonus, hein. Donc, si on s'efface, on gagne, à la fin de l'année une somme qui peut ne pas être négligeable. Le module 6, on parle de contrôle prédictif des systèmes de froid, mais lorsque ces systèmes de froid sont d'énormes consommateurs au niveau du site industriel. Ça peut aussi être un site de type chaîne du froid, et plutôt un site de type chaîne du froid. Donc là, on va chercher 3 gigawatts-heure par an de consommation électrique pour le froid. Donc on va utiliser l'anticipation avec l'intelligence artificielle, changement d'hygrométrie dans 1 heure, un changement météo, de passage de gens dans les salles. On va prendre en compte une non-optimisation des différents groupes froids pour au final mettre en place un système sans capex pour le client, mais avec un partage de l'économie. Donc c'est quelque chose qui se met en place finalement lorsque la start-up qui a développé ça trouve qu'il y a un intérêt. C'est même pas le client qui dit, c'est plutôt la start-up qui choisit ses clients ici. Le module 7, régulation de tension, on en parle peu en France parce qu'on a plutôt une tension stable. Nous, on l'a pas simplement pour le marché français. Lorsqu'on aura mis un système de mesure de l'efficacité énergétique chez un client, on est capable de voir s'il aurait une tension livrée qui soit trop haute. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est que bien qu'il y ait une gamme assez large sur les équipements de plus ou moins 10%, en ligne évidemment avec ce que doit le fournisseur d'énergie, plus ou moins 10% autour de 400 volts. Lorsqu'on est à 400 volts plus 10%, eh bien on a des pertes joules, on a des pertes thermiques, et ces pertes-là, ben, on peut les éviter en baissant la tension. L'éolienne de toit, je la propose dans le sud de la France lorsqu'il y a du vent en complément du solaire. C'est une toute nouvelle éolienne qui ressemble plus à une boucle d'aération qu'aux éoliennes de toit tulipe dont vous aviez sans doute entendu parler dans le passé. Et on se retrouve avec un ROI d'à peu près 10 ans là-dessus. Donc évidemment, par rapport aux autres solutions, 10 ans, c'est quand même un ROI très long, hein. Si je revenais sur les solutions précédentes, on arrive à faire des choses en moins d'un an. Je vais passer à l'eau. Et là, on a 6 solutions. La première, c'est une détection de fuite d'eau. Alors, il y a 2 intérêts avec ce système. C'est déjà d'aller remonter la consommation d'eau sur une plateforme web pour le client. Donc, ça évite d'aller ouvrir le regard et de regarder sur le compteur la consommation d'eau, de la mettre dans un fichier Excel pour avoir une courbe. Donc, ça, c'est le premier intérêt, gain de temps. On peut suivre sa consommation d'eau chez un industriel. Mais l'autre intérêt, c'est que cette start-up a développé un algorithme, encore merci aux mathématiques, qui permet d'aller chercher des profils de consommation. Et parmi ces profils, on va détecter éventuellement des fuites. Donc les premières semaines d'installation, on a plein de faux positifs. Et au bout de 4 semaines, 90% des fuites qui sont annoncées sont réelles. Donc on alerte évidemment sur ces fuites. En fonction du volume, le client va décider d'intervenir, le service maintenance va décider d'intervenir ou pas. Pour la petite histoire, on a équipé en Normandie une usine qui a détecté une fuite de chauffe-eau de 70 litres par heure, qui était là depuis des années. Hein, tout simplement parce qu'on était dans l'industrie humide, où le sol était souvent amené à être lavé, donc ils n'avaient pas détecté ça, et ils l'ont découvert, et c'était quasiment impossible de le savoir, parce que c'était bien caché, sans ce système. Voilà. Là, on est sur des équipements qui sont très très faibles en termes de CAPEX. On parle d'à peu près 1700 euros par compteur, hein, pour remonter ça. Et là, quand je dis 1700 euros, on est sur un abonnement plateforme de 5 ans. Oui. Donc, je pense on devrait équiper toutes les usines avec ce système, ou plus tard, dans le futur, il y aura sans doute d'autres acteurs à venir, de ce genre de solution, parce qu'on peut faire des économies et aider en réduisant sa consommation d'eau. Il y a un tiers des bâtiments tertiaires industriels en Europe de l'Ouest qui ont des fuites d'eau. C'est assez fou, hein. Le module qui suit, c'est un système de récupération d'eau de pluie. Alors là, du coup, on n'est pas innovant dans la technologie, il n'y a rien d'innovant là, on est plutôt innovant dans le concept, hein. Et c'est des travaux assez lourds, hein, puisqu'il faut mettre les cuves sous le sol, et c'est des travaux qui ont un intérêt d'être faits lorsque c'est, par exemple, une rénovation
l'usine, une extension, on va faire venir des engins pour faire du terrassement. Bon, c'est à ce moment-là qu'il faut penser à cette solution. Alors, une fois qu'on a récupéré l'eau de pluie, ben, on peut l'utiliser à plusieurs tâches. Évidemment pas avec le contact humain, mais ça peut être pour les toilettes de l'usine, ça peut être du lavage de véhicules, de l'arrosage de zones autour de l'usine, par exemple. Le module qui suit, W3, il s'agit de traitement d'eau de ballast. Alors là, ça va sans doute pas s'adresser à vous parce que c'est très spécifique. Le client type, c'est le port marchand ou les sociétés qui travaillent avec, qui reçoivent les cargos, viennent décharger leurs containers. Depuis 2017, l'AMO a imposé à ce que les eaux de ballast des bateaux soient nettoyées. Tout simplement parce que, à force de mettre de l'eau de l'Atlantique dans le Pacifique, pour donner un exemple, on a mis un gros bazar dans la faune marine et l'impact sur les côtes de pas mal de pays est de plus en plus important. Donc, c'est un système de traitement d'eau salée, de ballast, mobile, en container, qu'on va bouger avec évidemment un véhicule, un camion, et qui va permettre à un port d'apporter un revenu supplémentaire au port et de proposer ce service aux bateaux. Hein. L'Asie est en train de s'équiper, je pense qu'il faut qu'on le fasse aussi chez nous. Le module 4, toilettes sèches, alors là, on va vraiment, je vais vous donner l'exemple type, hein, nos clients sont des coopératives agricoles, ils ont besoin de mettre des toilettes sur des zones agricoles à distance, il n'y a pas de tuyauterie à tirer, on va utiliser les toilettes sèches. Évidemment, les toilettes sèches peuvent s'utiliser dans l'événementiel, mais on n'est pas sur notre marché. Celles qu'on propose sont vraiment à la pointe de la technique, évidemment, avec des matériaux nobles et un système de séparation qui marche très bien. Encore une fois là, on n'est pas innovant sur la technologie tant que ça, mais plus sur l'approche. Le module 5, il s'agit de récupérer les produits lessiviels des NEP, des nettoyages en place, dans l'industrie cosmétique, laitière, pharmaceutique, agroalimentaire en général. Quand vous avez une NEP, c'est un système de nettoyage en place qui vient faire une pousse à l'eau des produits dans les tuyauteries, puis passer en soude et acide. Vous avez énormément de produits lessiviels qui sont consommés, qu'on va retrouver dans les steppes des usines et qu'on va retrouver dans les boues. Bon. Eh bien, ces produits-là, avec un système de floculation, on peut les récupérer. On peut les récupérer à 90% et les réutiliser. Alors, je donnerai les détails plus tard si vous êtes intéressé par le système. On optimise aussi les temps de cycle des NEP grâce à des capteurs infrarouges pour voir combien de produits à nettoyer pendant la pousse à l'eau sont présents de façon à diminuer les temps de pousse à l'eau et de rendre l'outil disponible pour la production plus vite. Le module 6, il s'agit de réutiliser l'eau. Hein, et ça, c'est un sujet qui doit vous parler de plus en plus. Donc, on va cartographier la présence d'eau sur le site et on va, avec un dialogue avec le client, essayer de comprendre ce qu'il veut en faire de cette eau qu'il peut réutiliser. Est-ce que c'est pour nettoyer les sols? Est-ce qu'il veut l'utiliser pour nettoyer les véhicules? Ou est-ce qu'elle va retourner dans le process? Et pour ce faire, il est essentiel de trouver les bons systèmes de filtration. Donc, on va mettre à disposition, pendant quelques jours, un module qu'on va louer, dans lequel il y a plein de types de filtres, plus ou moins techniques, plus ou moins complexes, plus ou moins chers, de façon à trouver les bonnes solutions et éviter que le client s'en aille sur un CAPEX qui soit déplacé. Donc, on va faire des essais et derrière, ben, le client dira oui, je peux utiliser l'eau, ça va me coûter tant si je le fais de telle manière, je l'ai testé, mon service qualité a vérifié les sorties et l'état bactériologique, allez, je me lance. Le bruit dont je parlais en préambule, l'importance du bruit chez les gens en Chine, l'importance du bruit pour nous, on l'a tous vu pendant le confinement, comment c'était agréable de ne pas avoir à le subir. Le bruit, chez les industriels, on travaille avec un acousticien qui vient poser des capteurs, des sonomètres sur les personnes, sur les machines, dans les zones, et qui va faire un audit, une cartographie du bruit de l'usine. Bon, jusque-là, de l'audit de ce type-là, vous en aviez déjà entendu parler. Ce qui est important, c'est qu'on va plus loin,
on vient apporter des solutions à la fin de cet audit, des solutions correctives, voire des solutions préventives, c'est encore mieux si on est dans le préventif, avant de faire des travaux, et des solutions qui vont permettre de réduire ce bruit. Et derrière, on va proposer les matériaux acoustiques, et on est en train de lancer une gamme de matériaux acoustiques à partir de fibres naturelles, donc il y a très peu pas plus de 10% de produits plastiques, avec des produits naturels qui permettent de réduire ces bruits. Alors c'est une proposition, ces fibres naturelles. Parfois, la solution pour réduire le bruit, elle ne passe pas par l'ajout de matériaux acoustiques, mais simplement par du bon sens, du changement d'emplacement. Bloquer une pompe qui vibre sur une tuyauterie, ça peut ne demander aucun CAPEX. Voilà, on a fait plusieurs projets ces derniers temps en Bretagne, dans des industries qui avaient, pour certaines d'entre elles, un bruit trop important par rapport à l'environnement extérieur, parce que la zone urbaine s'était approchée de l'usine, et pour d'autres qui avaient des employés qui se plaignaient du bruit et qui avaient un bruit machine trop important dans l'usine. Voilà. Sur la partie déchets, encore une fois, on n'est pas, nous, capable d'aider un client à réduire son volume de déchets. L'idée, c'est d'aller faire quelque chose de ces déchets et surtout d'aller faire quelque chose de ces déchets lorsqu'ils sont sur place, transformables et exploitables. L'idée, c'est aussi de réduire les volumes de déchets sur la route. Et ces volumes de déchets, ils vont augmenter parce que, par exemple, en 2023, on aura tous, vous et moi, chez nous, à faire le tri de nos biodéchets. Alors, si on est à la campagne, c'est plus facile. Si on est en appartement, évidemment, on va les trier. Donc, ça veut dire que des volumes de biodéchets vont augmenter sur la route. Chez un industriel, et ça, c'est le module Z1, où on aurait 1 à 3 tonnes de biodéchets par jour, on peut les micro-méthaniser. Les micro-méthaniser, c'est-à-dire avoir un méthaniseur en container, alors tantôt à voie sèche, tantôt à voie humide. Je ne rentre pas dans les détails, la voie sèche ayant évidemment un intérêt important parce que ça permet de réduire des tailles et de sortir avec un fertilisant, un digestat sec. Mais on va pouvoir sortir du biogaz que l'on va transformer, encore une fois, dans ce conteneur, en énergie. Le grand classique, c'est qu'on le transforme en eau chaude. On a une chaudière à l'intérieur de notre micro-méthaniseur. On le transforme en eau chaude. Si le client n'est pas consommateur d'eau chaude, on a un module de cogénération. On aura à la fois d'électricité et d'eau chaude. C'est vraiment un marché très niche. Le ROI peut ne pas fonctionner. Le ROI peut fonctionner donc en fonction de la nature des déchets, du volume des déchets, de l'effet de saisonnalité. On est capable de dire à un client s'il faut mettre des efforts sur ce projet-là, y aller ou ne pas y aller. Le module qui suit, on est dans la même logique, traiter les déchets, les biodéchets sur place. On ne va pas produire de l'énergie parce que là, on va s'adresser à des volumes de déchets faibles. 100 kg à 500 kg par jour de biodéchets, on peut même traiter en dessous de 100 kg. On va les digérer en 24 heures avec des bactéries dans un milieu aérobie, donc pas anaérobie comme le microméthaniseur, mais aérobie. On va en sortir un digestat, un amendement organique, pour être très précis, par rapport à la norme européenne, qui, lui, mélangé quelques semaines après avec un compost, sera un très très bon compost. Donc ça permet de réduire de 90% les volumes de déchets sur le site et d'utiliser le fertilisant derrière. Le module qui suit, le Z3, il s'agit plus du tout de biodéchets, mais de plastique. Et les plastiques de type PET, PVC, on sait les recycler, ils sont triés, il y a des filières. Par contre, il y a énormément de plastiques aujourd'hui qui ne sont pas valorisés. Soit parce qu'ils sont souillés, soit parce qu'ils appartiennent aux familles PE, HDPE, PEX, qui est en fait un PE réticulé, PA, etc. Donc on va utiliser ce pyrolyseur, encore une fois sur place, pour transformer ces biodéchets en une huile. Et cette huile, on la revend à des producteurs de plastique. Et la valeur de cette huile ne fait qu'augmenter, parce que c'est un plastique recyclé finalement. Ce qui va permettre d'éviter que ces plastiques aillent en incinération, de les traiter sur place, de réduire le coût de collecte de ces plastiques et de se retrouver avec une machine qui, au bout de 4 ans et demi, a un retour sur investissement pour l'industrie. Le module Z4,
n'est pas présent pour moi en France. Je l'ai mis en place à la demande d'un client sur la Chine, parce que ce que j'avais oublié de préciser, c'est que quand j'ai démarré mon projet, je l'ai démarré à Shanghai. Derrière, il y a des gens qui continuent l'aventure. Moi, je suis rentré pour passer du temps sur le marché français. Mais on avait démarré cette activité à Shanghai juste avant le Covid. C'est un petit peu pour ça que ça n'a pas été pour moi un sujet en 2020 à cause du Covid en Chine qui était arrivé avant la Chine. Mais on continue notre activité. On espère y mettre aussi demain du temps et de l'énergie là-bas, parce qu'il y a beaucoup à faire sur le marché chinois. Quand on parle de déchets, on peut, sur des déchets très secs, fibreux, des biodéchets par exemple, les considérer la valeur de cette biomasse et considérer une chaudière biomasse. Donc on a un partenariat avec une société italienne que l'on représente sur le marché français, qui nous permet de traiter des biodéchets secs et de les passer en chaudière biomasse pour remplacer une consommation de gaz que l'usine aurait. Alors évidemment, on est capable de traiter aussi des choses plus plastiques en chaudière biomasse. Là, encore une fois, c'est moins innovant, mais du bois, de la plaquette forestière, il y a aussi des solutions qui vont bien avec cela. Et le dernier sujet dans la famille déchets, zéro déchet, hein, c'est remplacer le bois lorsque le bois n'est pas utilisé pour des projets nobles. Alors, qu'est-ce que j'appelle ne pas utiliser le bois pour des projets nobles? Ben, le bois, utilisons-le dans la construction, hein, remplaçons le métal, remplaçons le béton. Hein. Mais sur le... Je vois qu'il y a des images qui sont... Oui, je voulais juste... Marie, vous m'entendez toujours, n'est-ce pas? Oui, 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 je vous entends toujours. Ok, super. Donc, on a remplacé du bois récemment dans un projet de palette pour un logisticien par du bambou laminé, donc bambou laminé pressé. Et je suis en train de travailler en ce moment au remplacement de caisses, de grosses caisses et aussi de tourets chez des fabricants, chez des industriels, par du bambou laminé. Alors, le bambou a une forte résistance mécanique et une résistance à l'humidité. Il y a un intérêt évidemment pour le stockage à l'extérieur, par exemple, mais il y a surtout cet intérêt écologique et de dire utilisons le bois pour des projets nobles, les forêts françaises utilisons-les pour la construction et non pas pour faire des caisses pour livrer du matériel. Le dernier segment, la qualité de l'air, on a, et ça c'était notamment quelque chose qu'on a lancé sur la Chine, parce qu'il y a un gros problème de COV dans l'industrie de la peinture en Chine. Donc on a un premier échangeur cyclonique pour aller chercher des particules dans l'air pour réduire le niveau de COV dans ces usines-là. Le module A2, il s'agit de réduire les odeurs, parce que c'est un Monsieur sujet... Ballon, Oui. je vous coupe une petite seconde. Je pense que nous, on n'a pas la bonne slide. On est resté sur la solution Z5 et Z6. Ah oui, alors là, je ne sais pas pourquoi. Attendez, si je... Qualité de l'air, vous voyez là? Non, on est resté sur la chaudière biomasse et les emballages industriels BPLY. Et moi, j'avance sur mon Là, c'est PC. bon, on arrive sur la qualité de l'air. Ah, super. Merci, Marie. Je vous en Euh, prie. donc, à 2, vous voyez là le module, la page qui a suivi? OK. Donc, le module A2, réduire les odeurs. Alors, on s'adresse surtout à l'industrie agroalimentaire. On va aller chercher les odeurs qui sont dans l'air. Tout le challenge, c'est d'arriver à les capter. On va passer avec des rideaux d'eau dans un environnement hydrique, et on aura là des bactéries qui vont être en charge d'aller manger ces odeurs, notamment tout ce qui est odeur à base de sulfure. Et le dernier module la dernière solution qu'on vient de rajouter dans notre gamme, concerne la qualité de l'air. Ça concerne surtout l'information sur la qualité de l'air. Donc on a tous les 200 mètres carrés d'usine ou de bureau des capteurs que l'on va mettre avec un affichage qui permet de mesurer le niveau de CO2. Ça, c'est un grand classique. On en entend parler en ce moment à la radio. Des écoles veulent s'équiper. Hein.
mais aussi le niveau de particules, de VOC. Hein. On va chercher le niveau de particules PM2.5, PM10. Là, c'est un sujet que je connais bien ayant vécu longtemps en Chine. On va chercher, on va mesurer l'hygrométrie, la température, etc. Le client s'abonne, va avoir cet affichage, et on va lui donner des conseils pour améliorer la qualité de l'air. On n'est pas aujourd'hui directement connecté avec ce système et le système de ventilation du site. On est plus sur une démarche manuelle, mais à terme, ça pourrait être connecté. Alors, ce qui est important, c'est qu'en associant un certain nombre de ces valeurs dans une formule, on est capable de préciser quel est le risque dans cet environnement de porter des virus. Donc, évidemment, on pense tous au Covid. On va se trouver capable de dire vous êtes sur un air plus ou moins porteur du virus si vous ne changez pas un certain nombre de choses. Ça peut être tout simplement ouvrir une fenêtre pour résoudre le problème. Donc, cette information-là, elle a une valeur RSE, hein, évidemment, pour les employés. Et c'est comme ça, aujourd'hui, à mon avis, qu'il faut le voir. Voilà, j'en ai terminé des 25 solutions. Notre démarche, vous l'avez compris, on va voir des clients, on essaie très vite de cartographier les besoins, ils vont faire une sélection de ce dont ils ont besoin. Et on va avec des jeux de questionnaires en ligne, etc., les faire travailler un petit peu, pas trop longtemps, pour relever les données dont on a besoin pour faire des offres et voir si ça fait sens, hein, même avant de faire une offre sur le plan des économies et du ROI. Et vous aviez aussi compris que dans notre démarche, et on est toujours en veille pour rajouter des choses dans l'offre, on est dans une approche, on va à la fois traiter les problématiques de réduction de gaz à effet de serre, hein, mais aussi de pollution. Et quand on parle de challenge écologique au niveau de l'industrie, on ne peut pas parler que de réchauffement climatique. Il faut traiter toutes ces problématiques-là. Donc on va avoir, selon les technos, plus ou moins d'impact, plus ou moins de réduction de l'OPEX et plus ou moins d'effets, hein, en fonction de ces technologies-là. Donc je passe sur la vue détaillée, mais j'y reviendrai si vous avez, quand vous aurez des questions dans 3-4 minutes, pour vous parler plus en détail des solutions dont j'ai parlé. Il y en a quelques-unes qui sont détaillées dans cette présentation. Je passe. L'organisation, aujourd'hui, c'est une présente à Shanghai et en France. Notre projet, et ça c'est aussi un message à des startups normandes qui auraient des technologies pour réduire l'impact environnemental, notamment du monde industriel. Notre but, c'est de créer un réseau pour permettre à ces startups d'aller aussi adresser des marchés à l'étranger. Donc on est en cours d'étude sur d'autres pays. Moi, j'ai eu la chance d'être longtemps en Asie et mon partenaire, lui, a été en Amérique du Sud 8 ans. Donc ça nous a permis de construire un réseau pour aborder les choses ainsi.